Selon la revue Perspective Monde, la néocolonisation réfère à une situation de dépendance réelle d'un État à l'endroit d'un autre, sans pour autant être associée à une dépendance formelle, juridique et politique, celle-là même qui caractérise le colonialisme. La fin du colonialisme dans la foulée des indépendances nationales des années 50 et 1960 a entraîné, du moins dans bien des cas, le début du néocolonialisme. L'ambition secrète du néocolonialisme transpire ne bénir l'indépendance de ces peuples que si elle permet de sauvegarder sous des formes nouvelles, plus modernes, plus réalistes, moins choquantes, moins voyantes, le postulat de l'ancien esprit de domination et d'exploitation. Jean Fils-Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, été 2021, page 80. Vidéo et montage Technical Fall Productions, direction artistique et de la photographie Winnie J. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Nous avons tous vu ces images à la fois humiliantes, choquantes, de ces policiers américains à cheval, tout le long de la frontière mexico-américaine, pourchassant à l'aide de rênes, à l'aide de cordes, et tentant même de fouetter des Haïtiens qui ont commis pour tout crime de fuir l'instabilité de leur pays, de fuir la pauvreté de leur pays et de venir frapper à la porte des États-Unis qui se sont toujours présentés comme la terre des droits de l'homme, les États-Unis qui sont signataires des conventions offrant l'asile à ceux qui fuient une situation intenable. Eh bien oui, nous avons vu ces images, ma foi, tellement choquantes, tellement poignantes, d'un policier américain pourchassant tel une bête sauvage à l'aide de ses rênes, un Haïtien qui tentait de traverser du côté du Texas pour apporter de la nourriture à sa famille qu'il venait d'acheter du côté du Mexique. Quelles images touchantes. Voilà un tableau, ce me semble, réaliste de la question migratoire dans les pays noirs. Ces images que nous avons vues lundi dernier, eh bien, nous les avons déjà vues lorsque des migrants africains ont tenté, par exemple, de s'introduire en Italie, lorsque des migrants africains ont tenté, par exemple, de s'introduire en France, ils ont été pourchassés, ils ont été chassés de la même manière, tels des bêtes sauvages. Donc, il nous faut comprendre, n'est-ce pas, la question migratoire des pays noirs vers les pays soi-disant développés, les pays occidentaux, replacer cette question migratoire dans un contexte plus large de ce qu'on appelle la néocolonisation. Car il ne faut surtout pas commettre l'erreur de détacher la question migratoire dans les pays noirs du contexte global de la néocolonisation. La table est mise, nous allons donc parler de la question de la migration dans nos pays. Comment les pays occidentaux utilisent les migrations pour attirer les cerveaux, pour drainer, n'est-ce pas, les ressources humaines de nos pays vers leur pays, et pour y arriver, ils créent des situations d'instabilité, ils appauvrissent nos pays, ils y installent, n'est-ce pas, des élites transnationales qui exécutent leur agenda, en sorte que la question migratoire n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une politique savamment conçue et entretenue par les pays occidentaux qui s'en lavent les mains
lorsque nos frères et nos sœurs viennent cogner à leur porte, réclamant l'asile selon des conventions qu'ils ont eux-mêmes signées. La table est mise, vous connaissez le rituel, à ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, après la pause, je vous reviens, c'est promis. À tout à l'heure. Question de civilité, je veux prendre une seconde pour remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont pris le temps de me souhaiter un joyeux anniversaire le 22 septembre dernier. Oui, je suis né un 22 septembre et vous avez pris le temps de m'écrire, vous avez pris le temps de m'envoyer un like, vous avez pris le temps de me transmettre, n'est-ce pas, des souhaits de bonheur, de santé et de prospérité, bref, des souhaits de joyeux anniversaire. Je les ai chaleureusement reçus. Franchement, merci pour votre humanité et votre sens de fraternité. Grâce à ces vœux, eh bien, j'ai beaucoup plus d'énergie pour poursuivre le travail que je me suis assigné. Ceci étant dit, revenons donc au sujet que je vous ai annoncé avant la pause, la question migratoire dans nos pays noirs, la question migratoire dans nos pays africains, dans nos pays antillais. Bon. Je vais me servir donc de l'exemple d'Haïti et vous allez voir qu'au moment où je vais déployer l'histoire de l'émigration haïtienne vers les pays occidentaux, rapidement, nos frères africains, nos frères qui vivent ailleurs dans les Antilles vont s'identifier car c'est la même politique qui a été mise en place dans les pays africains, dans d'autres pays antillais qu'en Haïti, lorsque les pays occidentaux ont été forcés, n'est-ce pas, de laisser nos rives, ils ont donné l'impression, ils ont donné l'apparence du départ, mais en réalité, ils sont restés par d'autres voies pour continuer à contrôler nos ressources, pour continuer à utiliser nos populations comme une main-d'œuvre vile, comme une main-d'œuvre taillable et corvéable à souhait, comme du beau, bon, pas cher, quoi. Bon. Je vous ai dit que pour comprendre la question migratoire dans nos pays noirs, dans nos pays africains, il faut replacer la dite question dans le contexte global de la néocolonisation. Avant de vous donner une définition pratique de la néocolonisation, nous devons nous rappeler ce que c'était que la colonisation. La colonisation, eh bien, c'était une pratique par laquelle des pays occidentaux arrivaient dans nos pays à nous, sous prétexte que ce n'étaient pas des pays chrétiens, sous prétexte que ce n'étaient pas des pays à la tête desquels on retrouvait des États en bonne et due forme, ce qui est en soi un mensonge. Et puisque nos pays n'étaient pas chrétiens, puisque à la tête de nos pays, à leurs yeux, ne se retrouvaient pas des États en bonne et due forme, ce qui est tout à fait faux, ils se sont arrogés le droit de débarquer chez nous, de déclarer, n'est-ce pas, nos territoires, de soumettre, n'est-ce pas, nos populations à des travaux forcés et de voler, car c'est de cela qu'il s'agit fondamentalement, nos ressources pour s'enrichir eux-mêmes. Et tout ceci a commencé au 19e siècle. Pour comprendre à quel point l'occidental, il est pervers, mais pour comprendre aussi à quel point l'occidental ne peut se passer de nous dans son désir
irrépressible de s'enrichir, il faut remonter justement à novembre 1884, le 15 novembre 1884. Donc nous sommes à la fin du 19e siècle à proprement parler. Or, vous vous souvenez de ce qui se passait à la fin du 19e siècle? Eh bien, à la fin du 19e siècle, n'est-ce pas, les pays esclavagistes, entendons les pays occidentaux chrétiens, abolissaient l'esclavage. Pour quelles raisons abolissaient-ils l'esclavage? Mais pour deux raisons. D'abord, parce que les Haïtiens ont imposé l'abolition de l'esclavage depuis le mois d'août 1991, depuis la cérémonie du bois caïman. Nos ancêtres, n'est-ce pas, les Haïtiens, ont dit qu'ils ne retourneraient plus sur la plantation comme esclaves. Et pendant 2 ans, n'est-ce pas, ils ont mené une guerre contre l'abolition de l'esclavage, si bien que l'esclavagiste français a dû constater que les Haïtiens ont dit non, mais un non définitif à l'esclavage, en sorte que 2 ans plus tard, donc soit en août 1793, le jeune avocat Sontonax, faisant partie d'une première commission civile dépêchée par la France vers Haïti pour tenter de garder le contrôle de la colonie, pour tenter de faire rentrer, n'est-ce pas, les esclaves sur les plantations, de les faire revenir à la raison, quoi, eh bien, il s'est rendu à l'évidence que nos ancêtres étaient intraitables et qu'ils ne retourneraient plus sur la plantation à titre d'esclaves. Et donc, Sontonax a procédé à la proclamation de l'abolition de l'esclavage sur le territoire de Saint-Domingue, alors colonie française qui allait devenir, à compter de 1804, Haïti. Donc, j'ai dit que les puissances esclavagistes occidentales ont dû abolir l'esclavage pour 2 raisons. D'abord, parce que les Haïtiens ont imposé l'abolition de l'esclavage, mais de 2, pour une raison économique. Quelle était la raison économique? C'est qu'entre-temps, n'est-ce pas, l'Empire britannique a amorcé l'industrialisation de son économie et on a fait le calcul suivant, les banquiers de Londres qui prêtaient de l'argent aux gens d'affaires pour, n'est-ce pas, construire des bateaux, des négriers qui étaient destinés à aller acheter des esclaves à, n'est-ce pas, en Afrique et les ramener soit en Europe ou en Amérique, eh bien les banquiers de Londres ont dit, écoutez, il en coûte moins cher de faire les mêmes travaux grâce à des machines que d'aller acheter des hommes et des femmes sur un autre continent, de les conduire soit en Amérique ou en Europe, tandis qu'il fallait les nourrir et après, si vous voulez, ce bref temps d'utilité, eh bien, ils ne mourraient pas, on devait continuer à prendre soin d'eux. Eh bien, les banquiers à Londres ont dit qu'il était plus simple de poursuivre avec l'industrialisation, de faire par des machines ce que des hommes faisaient jusque-là. Et donc, l'Empire britannique a procédé, n'est-ce pas, à l'abolition de l'esclavage, pas pour des raisons humanitaires, pas pour des raisons morales, pas pour des raisons religieuses, tout ça c'est de la foutaise, c'était pour des raisons économiques, après, dis-je, que les Haïtiens ont imposé l'abolition. Et les unes après les autres, dans les diverses colonies qu'on retrouvait en Amérique, eh bien, les puissances esclavagistes, à commencer par les Anglais, les Français, les Espagnols, les Portugais, eh bien, ces puissances-là ont procédé à l'abolition de l'esclavage. Tandis que ces puissances-là procédaient à l'abolition de l'esclavage, ce que les États-Unis, n'est-ce pas, vont faire au beau milieu, comme vous le savez, n'est-ce pas, du 19e siècle, à la fin de la guerre de sécession en 1865, eh bien, tandis que ces puissances-là ont procédé à l'abolition de l'esclavage, eh bien, elles se sont donné rendez-vous à la fin du 19e siècle, soit en 1884 à Berlin, pour décider de ce que elles, ces puissances-là, allaient faire de l'Afrique.
elles se sont donné rendez-vous à Berlin. C'était toutes des puissances blanches, c'était toutes des puissances européennes, à l'exception des États-Unis d'Amérique. Et quel a été le seul point à l'ordre du jour à la conférence de Berlin de 15 novembre 1884, j'aime à le répéter, comment décider des pays noirs et des populations noires sans les noirs. Alors là, ces puissances-là ont décidé de coloniser nos pays. La différence entre l'esclavage et la colonisation tient en ceci. Dans l'esclavage, on vous déporte vers un autre pays, pas vrai, que vous ne connaissez pas, et vous allez travailler pour des maîtres que vous ne connaissez pas, pour leur enrichissement et pour leur bien-être, tandis que dans la colonisation, ce sont ces maîtres-là qui débarquent chez vous, qui vous disent restez chez vous, mais désormais chez vous, c'est chez nous, et vous allez travailler pour nous quand même, pour notre enrichissement. Donc c'est une différence très simple. À l'exception de la déportation, eh bien les conditions dans lesquelles nos ancêtres ont travaillé lorsqu'ils étaient esclaves et les conditions dans lesquelles ils ont travaillé lorsqu'ils étaient les colonisés, c'était sensiblement la même chose. Bon. De 1885 jusque dans les années 50, dans les années 60, c'est donc la colonisation. Et alors, à partir des années 50, à partir des années 60, un autre mot va faire surface. C'est qu'entre-temps, nos ancêtres n'ont jamais accepté le fait que des autres se soient installés chez eux, les obligeant à travailler pour eux. Et bien, par toutes sortes de luttes, par toutes sortes de résistances, les Occidentaux se sont rendus à l'évidence qu'ils devaient partir. C'est ce qu'on appelle la fin de la colonisation ou l'ère des indépendances. Et alors, de partout, on parlait de la décolonisation, c'est-à-dire le fait que les puissances occidentales chrétiennes, après qu'elles se sont installées pendant près d'un siècle chez nous, obligeant nos ancêtres à travailler pour elles, devaient déguerpir la queue entre les jambes, la queue sous le ventre, nous laissant maîtres de nos ressources. Sauf que la dernière partie de cette phrase est pompeuse. Nous laissant maîtres de nos ressources. Ce n'est pas vrai du tout. Car s'il est vrai que physiquement, les puissances tutrices sont parties, mais elles sont restées dans les structures, elles sont restées dans des gouvernements de doublure qu'elles ont placés chez nous, elles sont surtout restées en imposant chez nous de nouveaux mécanismes qu'on appelle la néocolonisation. Qu'est-ce que c'est que la néocolonisation? Eh bien, la néocolonisation, ce sont les mécanismes que les pays colonialistes d'autrefois, que les pays esclavagistes d'autrefois mettent en place chez nous pour s'assurer, écoutez bien l'objectif de la néocolonisation, pour s'assurer que nos pays restent dépendants de ces pays colonisateurs et que nos populations ne connaissent jamais un bien-être parce que nos ressources continuent de se diriger vers leur territoire à eux. C'est ça la néocolonisation. Pour réaliser l'objectif de la néocolonisation, là encore j'en parle dans mon livre « Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice », eh bien les pays colonisateurs, les pays anciennement esclavagistes, n'est-ce pas, construisent leur structure sur 5 outils, sur 5 piliers que je vais rapidement vous présenter puisque j'en ai déjà parlé, parce que véritablement ce qui m'intéresse, c'est la question migratoire. Eh bien, pour maintenir la dépendance de nos États par rapport à leur pays à eux, eh bien, les pays colonialistes, les néocolonialistes, se servent de 5 outils. Premier outil, les religions importées. Nous n'avons pas le droit de pratiquer nos spiritualités à nous. Nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, d'évoquer nos dieux à nous. Nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, d'entrer en relation avec le surnaturel tel que nous l'avons toujours fait avant qu'il n'ait débarqué chez nous. Nous devons adopter leur religion à eux.
qui sont présentées dès lors comme les religions des gens civilisés. En sorte que pour être perçus comme des gens évolués, comme des Noirs évolués, c'est des formules que les Belges, que les Français utilisaient, n'est-ce pas, dans nos territoires, pour être perçus comme des gens évolués, eh bien, il nous fallait être, n'est-ce pas, chrétien. Donc la religion chrétienne, c'est un outil formidable que les pays néocolonialistes chrétiens utilisent pour nous maintenir en sujétion, pour nous maintenir, n'est-ce pas, soumis et dépendants d'eux. Deuxième outil, mais c'est l'école. C'est l'école. Par l'école, on formate nos esprits. Par l'école, on nous conditionne. Par l'école, justement, on nous apprend que le véritable savoir, la véritable science viennent d'ailleurs, c'est-à-dire des pays occidentaux, et que nous, tout ce que nous devons faire, c'est de nous asseoir comme, n'est-ce pas, des gens soumis pour recevoir la grande science qui nous vient d'ailleurs. Troisième outil, ce sont les élites transnationales et antipatriotiques. Ne soyons pas naïfs. En imposant chez nous leur religion et leurs écoles, ce que j'appelle des écoles coloniales, eh bien, les pays néocolonialistes ont un objectif, former des élites transnationales et antipatriotiques qui vont être mises en place à la tête de nos pays pour exécuter l'agenda des pays néocolonialistes. Regardez, dans nos pays africains, un chef d'État peut-il se hisser jusqu'à la magistrature suprême, c'est-à-dire jusqu'au sommet de l'État comme Premier ministre ou comme président, sans avoir l'approbation de la France ou bien d'une autre puissance? Nullement. Quelqu'un peut-il se hisser jusqu'à la présidence, jusqu'à la primature en Haïti sans être choisi par les États-Unis? Nullement. La question, c'est que non seulement ils sont choisis par les pays néocolonialistes, mais ils savent qu'ils sont là pour exécuter l'agenda des pays néocolonialistes. Ils ne sont pas là pour leur population, ils sont là pour les pays tuteurs. En ce sens, nos élites transnationales et antipatriotiques sont tout simplement des agents des pays néocolonialistes. Quatrième outil, et non le moindre, mais ce sont les médias. Ce sont les médias. Nos médias sont sous le contrôle des pays tuteurs. Les gens les plus influents, les directeurs d'opinion les plus écoutés, ceux qui sont sur les médias sociaux et qui sont les plus suivis subissent généralement, n'est-ce pas, l'influence des pays tuteurs. Comment? On leur donne des bourses, on leur accorde des primes, on accorde des bourses à leurs enfants, on leur accorde justement la résidence chez eux. Et en parlant de résidence chez eux, eh bien, le cinquième outil de la néocolonisation, c'est l'émigration. Qu'est-ce que c'est que l'émigration? Eh bien, c'est des structures que les pays tuteurs mettent en place dans nos pays pour faire en sorte que ceux qui ont des compétences, ceux qui ont les moyens ne restent pas chez eux pour développer leur pays, mais se retrouvent dans leur pays, à eux, ces pays tuteurs-là, pour continuer à les aider à s'enrichir. En sorte que la question migratoire, les amis, c'est une question dont les pays tuteurs sont responsables. Ce sont les pays tuteurs qui créent des conditions de pauvreté dans nos pays. Ce sont des pays tuteurs qui créent des conditions d'instabilité politique dans nos pays. Ce sont des pays tuteurs qui créent, n'est-ce pas, des conditions de guerre civile dans nos pays, car les pays africains ne fabriquent pas d'armes. Eh bien, les pays tuteurs vont, n'est-ce pas, dresser telle tribu contre une autre, telle ethnie contre une autre, de telle sorte que ceux qui veulent rester dans leur pays ne puissent rester, qu'ils aillent cogner, n'est-ce pas, la résidence chez eux, et qu'entre-temps, eux, ces pays tuteurs-là,
puissent continuer à faire main basse sur nos ressources, car entre-temps, ils installent chez nous, je l'ai déjà dit, les dirigeants qui sont soumis à leur agenda, les dirigeants qui sont serviles à leur cause. Donc, il ne faut pas détacher la question migratoire des mécanismes de la néocolonisation. La question migratoire est un outil entre les mains de la France pour attirer, n'est-ce pas, chez elle les Africains qu'elle veut bien et garder le contrôle des ressources de l'Afrique. La question migratoire en Haïti, c'est un outil qui est utilisé par les États-Unis d'Amérique pour faire fuir d'Haïti, n'est-ce pas, ceux qui ont, n'est-ce pas, une formation, ceux qui ont une compétence, ceux qui sont intègres et qui pourraient développer Haïti. Ceux-là, ils les font fuir. Ils créent une situation d'appauvrissement, une situation d'instabilité, et quand les autres Haïtiens dont ils ne veulent pas viennent cogner à leur porte, eh bien ils les repoussent, ils les pourchassent comme des bêtes sauvages. Et donc nous allons nous appesantir sur le cas migratoire haïtien. Mais regardons les amis comment, j'aime à le dire, en apparence les choses changent, mais fondamentalement les choses sont restées les mêmes. L'occidental nous donne l'impression qu'il a évolué, que ses ancêtres étaient esclavagistes, mais que lui, il ne l'est pas, que ses ancêtres étaient des colonisateurs, des colons, mais que lui, il ne l'est pas. Mais non, il reste chez l'occidental ce qu'on appelle des atavismes, de vieux réflexes, les amis. Retournez donc sur cette image, combien humiliante pour les frères noirs en général. Combien humiliante pour les Haïtiens en particulier. Vous avez des Haïtiens qui se sont déjà retrouvés sur le côté américain, n'est-ce pas, le côté texan, ils se sont retrouvés au Texas. Alors ils sont allés acheter de la nourriture du côté mexicain. Ils ont la nourriture dans une main, 2 ou 3 vêtements dans l'autre main, parfois un bébé sur le dos. Ils essaient de traverser la frontière en traversant justement la rivière. Et là, ils sont bloqués par des policiers à cheval qui les effraient à l'aide de cordes et qui les menacent de les pourchasser comme des bêtes sauvages grâce à leur courroie, grâce à leur reine. Si vous connaissez un tout petit peu l'histoire de l'esclavage, vous réaliserez que c'est exactement ce type de pratique-là auquel les cow-boys, c'est exactement ce type de pratique-là auquel les esclavagistes d'autrefois se livraient quand ils pourchassaient, n'est-ce pas, un noir qui fuyait l'esclavage. Eh bien, ils les pourchassaient grâce à des cordes, grâce à des rênes, comme des bêtes sauvages. Et une fois que ce malheureux était pris dans les filets du cow-boy, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On lui tirait une balle dans la tête. Heureusement pour nous que ce photographe de l'AFP fut présent, il a croqué cette image dans le vif, et là on a assisté, encore une fois, à ce bal d'hypocrites auquel les Occidentaux nous ont habitués. Quel est ce bal? Eh bien, l'administration Biden réclame une enquête. Enquête mon cul. Il le savait, ça. Les policiers font leur boulot. C'est le président Joe Biden qui a signé avec le premier ministre haïtien que eux ont placé en Haïti. Eh bien, un accord au terme duquel Joe Biden allait refouler en Haïti des milliers d'Haïtiens qui se retrouvent sur la frontière. Ces Haïtiens-là, les amis, ils sont partis de l'Amérique du Sud, imaginez. Ils sont arrivés de Chili. Ils ont traversé 6 pays pendant 2 mois à pied, les amis, pour arriver à la frontière mexico-américaine pour réclamer l'asile politique. Normalement, les États-Unis sont signataires de conventions internationales selon lesquelles conventions les États-Unis doivent
entendre ces demandeurs d'asile pour mesurer le fondement de leur demande avant de leur dire oui ou non. C'est le fameux principe en droit qu'on appelle justement audi alteram partem. Il faut toujours entendre l'autre partie, mais sans entendre leur version, sans peser le fondement de leur demande d'asile. Les États-Unis d'Amérique, l'administration de Joe Biden, a signé un accord avec qui? Avec le premier ministre haïtien que eux-mêmes ont placé. Vous savez, j'ai parlé des élites transnationales antipatriotiques. Donc, c'est le premier ministre haïtien lui-même, Ariel Henry, qui signe avec Joe Biden un accord au terme duquel l'administration Biden doit refouler ces Haïtiens sans entendre leurs demandes, ce qui contrevient à la loi internationale sur des questions d'asile. Et il faut les refouler de toutes les façons, de toutes les manières. Donc, les policiers, ils font leur job. Quel est leur job? Empêcher que ces bêtes sauvages, n'est-ce pas, traversent notre territoire. Et comment pourchasse-t-on des bêtes sauvages? Avec des rênes, avec des cordes, avec des fouets. Puisqu'on a croqué la scène dans une photo, alors là, c'est le bal des excuses, c'est le bal de l'hypocrisie. La question migratoire est un outil de néocolonisation. Arrêtons-nous au cas haïtien. Je vais vous étonner, je vais vraiment vous étonner, mais savez-vous que jusqu'à l'occupation américaine qui a duré de 1915 à 1934, les Haïtiens n'émigraient pas. Est-ce que je peux reprendre ça? Il n'est pas dans les pratiques haïtiennes de s'installer à l'étranger. Nos ancêtres ont aimé leur pays d'un amour charnel. Si vous lisez les premières constitutions haïtiennes, en particulier la constitution de Jean-Jacques Dessalines, n'est-ce pas, le père fondateur de la nation, eh bien, la terre haïtienne est une terre sacrée que l'on doit aimer d'un amour charnel et que l'on doit défendre, n'est-ce pas, de toutes ses forces. Non seulement nous a-t-on appris à aimer notre territoire, mais on nous a appris à le défendre, ce territoire, car dans cette constitution, la première du pays, il est écrit noir sur blanc qu'aucun étranger ne s'installera en Haïti à titre de propriétaire et surtout à titre de dirigeant. Et vous savez qui va changer cet article-là, qui va autoriser désormais des étrangers à acheter et à posséder des territoires de chez nous? Je vous le donne en mille, les Américains. Pendant l'occupation américaine, les Américains vont rédiger eux-mêmes une constitution pour les Haïtiens au bureau ovale, et l'un des articles de cette constitution, c'était que désormais, il est permis à quiconque, étranger ou non, de posséder n'est-ce pas, une portion de terrain, un morceau de terre en Haïti. Et pire, ils se sont installés chez nous comme des dirigeants. J'ai besoin de vous dire que les Américains ont essuyé une hostilité farouche. Non pas de la part des gens de la ville, les citadins, les gens qui vivaient dans des grandes villes, n'est-ce pas, ont vu dans l'occupation américaine presque une bénédiction. Nos élites, n'est-ce pas, transnationales, toujours les mêmes, indépendamment de leur couleur de peau, ont même souhaité l'occupation américaine. Les Américains ont essuyé une résistance farouche de la part de nos ruraux, de la part de nos paysans, ceux qui vivent dans des campagnes, parce que ceux-là, ils n'ont rien à foutre des Blancs, ils n'ont rien à foutre, n'est-ce pas, des Américains, les fameux cacos. Ils ont opposé une résistance aux Américains pendant toute la durée de cette occupation de 19 ans. Lorsque les Américains ont vu que cela ne suffisait pas de les tuer, car ils les tuaient, les Américains. Les Américains ont écrit dans leur propre rapport qu'on tuait les paysans de manière non discriminée. Parfois, on tuait d'un coup jusqu'à 5000 d'entre eux. On les humiliait, on les soumettait à des travaux forcés, on les soumettait à ce qu'on appelait, n'est-ce pas, des corvées. Et lorsque les Américains se sont aperçus que ça prend plus que cela pour casser
l'opposition du paysan haïtien, écoutez bien, ils vont choisir l'outil de l'émigration. Et c'est donc à compter des années 1917, 1918, 1919 que les Américains vont instiller, vont semer, n'est-ce pas, de manière continue l'idée de l'émigration chez les Haïtiens pour les porter à se rendre n'importe où et à fuir Haïti. Qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont commencé par prendre, n'est-ce pas, des terrains qui appartenaient à des paysans, détourner, n'est-ce pas, ces terres-là de leur vocation agricole pour faire autre chose. Car jusque-là, répétais-je, les Haïtiens voyageaient pour deux raisons. Soit pour faire des études, et après les études, ils revenaient chez eux, ou pour aller conclure des affaires à l'étranger, et après ces accords, ils revenaient chez eux. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Joseph Laroche. Si je vous lance comme ça le nom de Joseph Laroche, eh bien, vous ne saurez pas qui c'est. Eh bien, Joseph Laroche, c'est ce seul noir qui était à bord du Titanic le jour où le Titanic, n'est-ce pas, a coulé dans les océans. Ce Joseph Laroche, c'est un fils de ma ville natale, le Cap-Haïtien, fils, n'est-ce pas, de commerçant qui est allé faire des études en France et qui, ses études bouclées, n'est-ce pas, son diplôme d'ingénieur en poche, rentrait en Haïti à bord du Titanic avec sa famille, c'est-à-dire avec sa femme et ses enfants. L'Haïtien ne restait pas à l'étranger car pour lui, son pays était véritablement le paradis. Il n'avait pas besoin d'avoir des millions comme les Occidentaux, mais il menait une vie d'autarcie. Il pouvait, n'est-ce pas, s'offrir à manger, nourrir sa famille. Il a la plus belle température qui soit, le plus beau paysage, n'est-ce pas, que les dieux aient créé. L'Haïtien ne voyageait pas. Alors, les Américains se sont dit, la seule façon pour nous, écoutez bien, de prendre le contrôle de ce pays, de prendre le contrôle des ressources de ce pays et de faire en sorte que ce pays soit au service de notre diplomatie du dollar, c'est-à-dire de faire en sorte que et l'administration de ce pays et le gouvernement de ce pays soient au service des intérêts économiques américains, eh bien, il faut chasser les populations rurales d'Haïti, hors d'Haïti, et ne garder que des gens de ville qui, de toute manière, sont à notre service. C'est ainsi donc que la première expérience d'émigration des Haïtiens va être faite sous la pression des Américains qui vont exiler nos paysans, devinez où, vers la République dominicaine pour y couper la canne à sucre. Donc, les premiers brasseros haïtiens, les premiers, si vous voulez, ouvriers haïtiens qui vont se retrouver en République dominicaine pour y couper la canne à sucre, lesquelles compagnies de canne à sucre appartenaient aux intérêts américains, mais c'est les Américains qui exilaient les Haïtiens vers la République dominicaine. Mais quand ces derniers ont fini leur contrat, eh bien, ils revenaient en Haïti. Les Américains n'aimaient pas ça. Dans un deuxième temps, les Américains exilaient nos ancêtres haïtiens, n'est-ce pas, vers Cuba. Cuba qui était considéré, si vous voulez, comme le paradis des Américains. C'est là que des Américains qui en avaient les moyens venaient passer leurs vacances. C'est là, n'est-ce pas, qu'ils venaient consommer les produits de prostitution. Eh bien, les Américains qui voulaient garder le contrôle d'Haïti tout en cassant l'opposition farouche des paysans, ont commencé donc à pousser vers l'exil les paysans haïtiens vers Cuba dans le même objectif, couper de la canne à sucre. Et cela va durer, imaginez, jusqu'en 1929, lors de cette fameuse crise du sucre qui a frappé le monde et en particulier les pays producteurs de sucre. Et là, tous ceux qui se retrouvaient en République dominicaine pour y couper la canne, tous les Haïtiens qui se retrouvaient en Cuba pour y couper la canne à sucre, revenaient en Haïti. Nous sommes en 1929, l'occupation américaine dure toujours et les Américains vont donc
écoutez bien, forger une nouvelle politique d'émigration pour les Haïtiens. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans les documents du département d'État. Quelle est cette nouvelle politique d'émigration que vont concevoir les Américains pour les Haïtiens? On va utiliser les Haïtiens, disent les Américains, comme une main-d'œuvre servile pour tous les pays de la région. Et c'est ainsi donc que lorsque les Haïtiens sont revenus en 1929 après la crise du sucre de Cuba, les Américains ont recommencé à les exiler dans tous les autres pays de la Caraïbe. On va retrouver les Haïtiens aux Bahamas, on va les retrouver aux Turks and Caicos, on va les retrouver à Curaçao, on va les retrouver à la Martinique, on va les retrouver en Guadeloupe. Il faut qu'ils soient n'importe où sauf en Haïti. Nous posons-nous la question. Pourquoi les Américains aiment tant Haïti, tout en détestant les Haïtiens? La raison est simple. La première raison, c'est la couleur de la peau. Pour l'État américain, quelqu'un qui a la peau noire n'a d'autre vocation que de servir les Blancs. Et la deuxième raison pour laquelle les Américains aiment Haïti tout en détestant les Haïtiens, c'est pour l'exemple que nous avons tracé en 1803. Quel est cet exemple que nous avons tracé en novembre 1803? Allez regarder mon émission que j'ai présentée l'année dernière, le 18 novembre 1803. C'est que en Haïti, à Vertières, dans le nord d'Haïti, a eu lieu probablement la bataille la plus importante de l'histoire humaine. Et j'insiste, car lors de la bataille de Vertières, on a retrouvé les grands enjeux du moment. C'est des Noirs qu'on considérait comme des inférieurs qui se retrouvaient sur le théâtre de la guerre vis-à-vis des Blancs qui ont l'expérience de la guerre, qui ont fait des écoles de guerre, qui ont fait des écoles militaires, et ces Noirs vont battre, n'est-ce pas, les Blancs. C'est des Européens qui se sont retrouvés en Amérique sur le théâtre de la guerre vis-à-vis des Africains. Et pour la première fois, une armée non européenne va battre une armée européenne. Et c'est une nation esclavagiste dont l'économie repose sur le racisme, dont l'économie repose sur la hiérarchie de la race, qui se retrouve vis-à-vis d'un peuple qui dit tous les peuples sont égaux sans tenir compte de leur couleur. Et là, tout le monde était intéressé à l'issue de cette bataille. Est-ce qu'une armée non européenne va pouvoir battre une armée européenne? Est-ce qu'une armée de Noirs va pouvoir battre, n'est-ce pas, l'armée la plus puissante, l'armée blanche la plus puissante? Est-ce qu'une nation esclavagiste va manger la poussière devant un groupe d'anciens esclaves? Et devinez le résultat. Oui, tout cela était possible grâce aux Haïtiens. Et les Américains nous détestent pour cela, parce qu'au fait, c'est tout leur présupposé, c'est tout leur charpente, n'est-ce pas, raciste qui s'est effondré en novembre 1803 à Vertières. Voilà pourquoi tout de suite après notre indépendance en 1804, les Américains ont voulu annexer en Haïti en 1806. Le président américain d'alors en 1806 a dit, écoutez, la seule chose qu'il nous faille faire d'Haïti, c'est de l'annexer. Car on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, d'avoir à côté de nous une république de nègres, tandis que chez nous, les nègres sont des esclaves, et cela jusqu'en 1865. Les Américains aiment Haïti et détestent les Haïtiens. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Donc, leur politique d'émigration, c'est quoi donc? Les Américains, c'est faire en sorte que les Haïtiens soient utilisés comme une main-d'œuvre, n'est-ce pas, servile, corvéable et taillable à merci, et nous allons garder le territoire haïtien pour nous. Le garder de manière détournée, en y installant des salauds comme Michel Martelly, le gardant de manière détournée, en y installant des séniles comme Ariel Henry, le garder de manière détournée, en y installant des traîtres comme Claude Joseph. Qu'à cela ne tienne, ce territoire nous appartient. Parce que de point de vue géopolitique, le territoire haïtien est important pour les États-Unis. Il l'a toujours été. L'ambassade américaine à Port-au-Prince
C'est l'un des plus grands complexes d'ambassades américaines au monde. Pourquoi un petit pays d'à peine 27 000 km² accueille-t-il le plus grand complexe d'ambassades américaines? Parce que c'est à partir d'Haïti que les États-Unis mettent sur pied toute leur politique subversive en Amérique du Sud. C'est à partir d'Haïti que les États-Unis contrôlent toutes les conversations et captent, n'est-ce pas, tous les entretiens des chefs d'État des pays d'Amérique du Sud. Alors ils ont besoin d'Haïti. Ils ont besoin d'Haïti pour les ressources d'Haïti. Ils ont besoin d'Haïti pour le pétrole d'Haïti. Car ils disent que le pétrole d'Haïti doit constituer une réserve stratégique pour les Américains. Donc il nous faut avoir ce pays-là. Mettre dans ce pays-là des dirigeants serviles, des agents antipatriotes comme les Ariel Henry, les Michel Martelly et les autres. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il nous faut faire de la population haïtienne? Il faut faire de la population haïtienne une main-d'œuvre vile, servile, taillable et corvéable à merci pour tous les pays de la région. Et quand on n'en a plus besoin dans les pays de la région, on va les envoyer ailleurs. Vous m'avez entendu. La population haïtienne, selon le département d'État, devait servir de main-d'œuvre pour les pays de la région. Parcourez les Caraïbes, il n'y a pas un seul pays des Caraïbes où vous ne trouviez d'Haïtiens. Ils sont là pourquoi? Pour faire la cuisine. Ils sont là pourquoi? Pour construire des maisons. Ils sont là pourquoi? Pour être gardiens des gens riches, etc. Eh bien, mais avec le temps, ils se sont installés là, ils ont donné naissance à des enfants, etc. Une fois que les pays de la région de la Caraïbe n'auraient plus besoin de nous, le plan des Américains, le plan d'émigration des Américains pour les Haïtiens, c'est de les envoyer n'importe où. C'est ainsi donc que, dans les années 60, l'Afrique va vivre ce qu'on appelle les années des indépendances, la décolonisation. J'en ai déjà parlé au début de l'émission. Que s'est-il passé dans les années 50, dans les années 60? Eh bien, nos frères, les Africains, ont livré de chaudes luttes contre les Belges, contre les Français, contre, n'est-ce pas, d'autres pays tuteurs, et finalement, ils décident de quitter l'Afrique. Mais ils veulent laisser l'Afrique dans un état tel de dénuement que ces pays africains vont rester dépendants d'eux. Les Belges en particulier disent, écoutez, nous n'allons pas rester pour former les Africains. Nous allons rentrer chez nous. Donc, puisque nous rentrons chez nous, qui va mettre des écoles sur pied? Qui va former les cadres africains qui vont pouvoir diriger leur propre pays? La question s'est posée. Écoutez bien, les amis. Alors les Nations Unies ont dit, écoutez, allons chercher, je vous le donne en mille, les Haïtiens. Nous sommes dans les années 60. Dans les années 60, qui est le président d'Haïti? Un certain François Duvalier, un dictateur féroce et sanguinaire, qui ne reconnaît pas la liberté d'expression, qui ne reconnaît pas, n'est-ce pas, l'alternance électorale, qui ne fait d'ailleurs pas d'élection, etc. Et il est à la tête d'Haïti grâce au soutien des Américains, car les Américains ont besoin de Duvalier pour empêcher qu'Haïti ne devienne un autre Cuba. N'oublions pas que en 1959, un certain Fidel Castro a réalisé quelque chose d'extraordinaire, la révolution cubaine, installé un pays communiste dans la cour des Américains. Et les Américains se disent, notre garant contre l'influence castriste en Haïti, c'est François Duvalier. Nous allons maintenir François Duvalier, même si ce dernier tue les intellectuels, même si ce dernier tue les cadres. Et au même moment en Afrique, nos frères ont besoin de professeurs, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de médecins. Les Nations Unies solennellement ont dit, nous allons recruter le personnel enseignant pour former des cadres en Afrique ou en Haïti. Et pendant plusieurs jours, de gros avions cargo ont atterri sur le tarmac de l'aéroport de Port-au-Prince. Et le temps de le dire, ces avions qui sont arrivés vides sont repartis
avec des médecins, avec des professeurs, avec des cadres. Dans quel but? Pour aller aider nos frères africains. Bravo! C'est la coopération sud-sud. Les Africains sont nos frères. Moi-même, je me considère comme un Africain d'Haïti. Mais vous notez que c'est la même politique des Américains qui se poursuit. Il faut que les Haïtiens servent de main-d'œuvre, n'est-ce pas, pour tous les autres pays, sauf pour Haïti. Que se passe-t-il? Tandis que nos cadres, nos médecins, nos fonctionnaires quittaient Haïti, avec quel cerveau allions-nous faire le développement? Tous les cerveaux partaient. Sous l'impulsion des Nations Unies, qui elles-mêmes, les Nations Unies, sont sous le contrôle de la politique américaine, eh bien, on continuait à pourchasser les cadres haïtiens vers d'autres rives. Restons dans les années 60. Dans les années 60, le Québec va procéder à la modernisation de son État, ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Le Québec sous Jean Lesage décide de moderniser ses structures. Le Québec sous Jean Lesage décide de démocratiser l'école, c'est-à-dire de massifier l'école, de rendre l'instruction accessible à tout le monde. Mais le Québec a un problème. Le Québec n'a pas les ressources humaines de ses ambitions. Pour se moderniser, le Québec a besoin de cerveaux qui parlent français, les amis. Devinez encore une fois où le Québec va aller chercher les ressources humaines dont il avait besoin en Haïti, les amis. Et je voudrais vous recommander la lecture d'un livre que notre compatriote, le professeur Samuel Pierre, a édité. Ce livre s'intitule « Les Québécois venus d'Haïti ». C'est un gros livre, une grosse brique, je pense, qui est sorti en 2008. Mais quelle fierté de feuilleter ce livre! On découvre tout simplement que le Québec n'aurait pas pu se développer sans les ressources humaines haïtiennes. Et ça, il faut le dire. Le Québec qui aujourd'hui compte parmi les États les plus modernes a fait sa modernisation à partir des années 60. Grâce à qui? Grâce entre autres aux Haïtiens. Il n'y aurait pas le réseau d'universités du Québec, n'est-ce pas, sans les professeurs haïtiens. Et ce que j'aime dans ce livre-là, c'est qu'il n'est pas un secteur, il n'est pas un domaine dans lequel plusieurs Haïtiens ou Haïtiennes au Québec n'aient brillé. De l'enseignement à la médecine, de la médecine au sport, du sport à la politique, de la politique à l'économie. Mettez-en. Le Québec s'est modernisé grâce aux Haïtiens. Et vous savez, dans les années 60, le Québec, le Canada n'exigeait même pas de visa aux Haïtiens. Vous vouliez venir au Canada acheter votre billet et lorsque vous vous présenterez à l'aéroport Pearson, on vous donnera le visa. Vous pensez que tout ça, c'était à cause de la générosité des Canadiens? Voyons donc. Le Québec amorçait le virage de sa modernisation. Il avait besoin de cerveaux et on est allé chercher ces cerveaux-là en Haïti. Ces Québécois venus d'Haïti. Entre-temps, nous sommes dans les années 60. Est-ce qu'Haïti s'enrichissait? Pas du tout. Est-ce qu'Haïti progressait? Pas du tout. Est-ce qu'Haïti se développait? Pas du tout. Mais on s'en foutait. La communauté internationale s'en foutait. On va poursuivre la politique d'émigration américaine. Les Haïtiens vont servir de main-d'œuvre pour les autres pays, de telle sorte que nous, les Américains, nous puissions garder le contrôle de ce joyau des dieux. Haïti est un paradis, les amis. Mais un paradis non pas pour les Haïtiens. Les Américains s'opposent à cela. Haïti doit être un paradis pour les autres, en particulier pour les Américains, les Français autrefois, les Espagnols pendant un petit bout de temps, les Anglais pendant un petit bout de temps, les Allemands eux aussi nous ont convoités. Mais les Haïtiens doivent aider au développement des autres. Vous savez, l'occidental est ingrat, les amis, il est très ingrat. Je veux m'arrêter à ça. Je vous ai dit que le Québec n'aurait pas pu faire son développement sans nous les Haïtiens. Au fur et à mesure que le Québec se développait, le Québec fermait sa vanne
et modifiait sa politique d'immigration. Bon, on a fini par attirer les cadres. Désormais, on a besoin de famille. Écoutez bien. Parce que vous savez, le taux de natalité au Québec est de 1,5 enfants par couple. J'aime à dire à la blague, le 1 c'est pour les filles, le 0,5 c'est pour les gars. Parce que le Québec ne fait pas des hommes alpha, des mâles alpha. Donc, les familles québécoises donnent 1,5 d'enfants par famille. Et puisque le Québec est déjà confronté et sera confronté à l'avenir à un problème de sous-population, donc c'est un territoire sous-peuplé, eh bien il nous faut des gens qui vont faire des enfants. Et c'est alors que un certain Pierre Elliott Trudeau, le père du Trudeau actuel, va mettre sur pied en immigration la politique de la réunification familiale. Et là, on pouvait faire venir son père, on pouvait faire venir sa mère, on pouvait faire venir son frère et ses sœurs. Dans quel but? Dans le but de venir croître et se multiplier comme le veut la Bible. Lorsque l'Haïtien, et ça c'est important, l'Haïtien c'est un bon immigrant les amis. Lorsque l'Haïtien arrive dans un pays, il fait 4 choses. Écoutez bien. Quand l'Haïtien arrive dans son pays, dans un pays étranger, qu'il parle la langue ou non, il travaille. Deuxièmement, il va à l'école. Troisièmement, il fait des enfants. Et quatrièmement, il soutient Haïti. Est-ce que je peux reprendre cela? L'Haïtien est un bon immigrant, c'est l'immigrant parfait pour les pays occidentaux. Que veut-on? Quand quelqu'un immigre, on veut qu'il travaille. L'Haïtien, parfois il n'a même pas encore de papier, il travaille. C'est un dur travailleur. D'ailleurs, les Espagnols l'ont toujours su. Lorsque Christophe Colomb est arrivé, n'est-ce pas, à Haïti, Quisqueya ou Boyo, le nom que les autochtones avaient donné à ce territoire, eh bien, ils ont commencé par soumettre aux travaux forcés, n'est-ce pas, les autochtones, et rapidement, un certain prêtre du nom de Bartolomeo de las Casas a eu pitié pour les autochtones, et il a dit, écoutez, si vous voulez des hommes forts, allez les chercher en Afrique. Et donc, nous sommes, nous les Haïtiens, les descendants de ces ancêtres africains réputés durs travailleurs. Donc l'Haïtien est un dur travailleur. Donc c'est un bon immigrant, il travaille. Deuxièmement, il va à l'école. Et quand je dis il travaille, il fait tout ce qu'il faut pour développer le pays. Il travaille, il crée de l'emploi, il va acheter une maison. Donc il aide au développement économique. Il va à l'école, donc il aide au développement du savoir, n'est-ce pas? Le capital du savoir du pays où il s'installe, et il fait des enfants. On a en Haïtien l'immigrant idéal. Et pourtant, le Québec va nous payer en monnaie de singe. Après ce qu'on a fait pour le Québec en tant qu'immigrant, on a aidé le Québec à se développer. Eh bien, on devrait avoir un regard particulier. On devrait avoir, n'est-ce pas, un couloir spécial, une espèce de clause grand-père pour les immigrants d'origine haïtienne. Mais pas du tout, les amis. Pas du tout. Lorsque il y a exactement 4 ou 5 ans de cela, des Haïtiens ont suivi le même itinéraire qu'aujourd'hui. Ça veut dire ils sont partis du Chili, ont traversé 6 autres pays pendant 2 mois à pied pour arriver aux États-Unis. Et des États-Unis, ils sont entrés sur le territoire, n'est-ce pas, canadien, en passant par la frontière de la Colle. Eh bien, un certain François Legault, Premier ministre actuel, a crié, n'est-ce pas, en disant, écoutez, non, il ne faut pas que ces gens-là entrent illégalement, ces gens-là. Et que le Québec ne devait pas s'occuper de la misère du monde. On parle de 2 ou 3 milliers d'immigrants. Et le hasard, et vous savez qu'il n'y a pas de hasard en politique, ces propos-là lui ont valu de devenir Premier ministre du Québec. Écoutez bien, les amis. Pendant ces 4 ans-là que ces gens sont là, qui était Premier ministre au Canada et qui l'est encore? Justin Trudeau. Et vous savez ce qu'a fait Justin Trudeau? Oubliant les bienfaits que les Haïtiens
ont fait aux Canadiens, oubliant toute la contribution des Haïtiens au développement du Québec, Justin Trudeau a envoyé des ministres de son cabinet avertir les Haïtiens qui étaient aux États-Unis et qui cherchaient à traverser la frontière en leur disant « Ne venez pas, vous ne serez pas bien reçus ». Et effectivement, Justin Trudeau a commencé à les déporter. L'ingratitude, les amis. Puis est venue une certaine pandémie Covid-19. Écoutez bien. Je vous ai dit que les Haïtiens sont de bons immigrants en ce qu'ils travaillent, en ce qu'ils vont à l'école, en ce qu'ils procréent. Eh bien, pendant la pandémie, on découvre que la plupart des Haïtiens et des Haïtiennes qui sont arrivés illégalement ici ont travaillé comme préposés aux bénéficiaires, ce que vous, les anglophones, vous appelez des nurses' aides. C'est-à-dire, tandis que par une très mauvaise gestion de François Legault, les personnes âgées au Québec mouraient comme des mouches pendant le début de la pandémie, qui est-ce qui travaillait auprès de ces personnes âgées-là? Les Haïtiens et les Haïtiennes. Et Legault disait, ils étaient nos anges gardiens. On l'a pris au mot, on a dit, mais puisqu'ils sont nos anges gardiens, pourquoi ne pas les régulariser tous? Une poignée de milliers d'Haïtiens. Ils comprennent le français, ils parlent le français, ils travaillent déjà. Legault a dit non. Savez-vous ce qu'il a fait, Legault? Il a dit, nous allons accorder la résidence permanente uniquement à ceux qui ont commencé à travailler à une certaine période comme préposés aux bénéficiaires. Si quelqu'un a commencé à travailler après, il n'aura pas la résidence. Et nous, on s'est battus. Nous nous sommes battus pour que Legault régularise tout le monde. Il a dit non. Et vous savez qui était et qui est encore ministre de l'immigration au Québec? Une Haïtienne. Nous ne pouvons pas compter sur nos élites. C'est ce qu'on appelle des token black. Qu'est-ce qu'un token black? Un token black, c'est un noir ou une noire qu'on nomme à un poste prestigieux pour exécuter l'agenda du blanc. Le token black, c'est l'équivalent du commandeur pendant la plantation de l'esclave. Le commandeur, c'était un esclave à qui on remettait un fouet ou un bâton, tentant de lui faire oublier qu'il est esclave lui-même pour qu'il bastonne ses propres frères. On a une ministre de l'immigration d'origine haïtienne à qui Legault dit: vous allez refuser la résidence à la plupart de ceux qui sont arrivés là et n'accorder la résidence qu'à un petit groupe. Et cette ministre d'origine haïtienne, dont les parents sont immigrants, elle a dit oui. Oh, nos élites là, nos élites, elles sont dégueulasses, les amis. Restons-en dans la question migratoire. Les amis, tous les pays occidentaux ont puisé dans cette manne haïtienne, les amis, pour faire leur développement. Les Américains eux-mêmes. On va parler des Américains, mais allons voir ce qui se passe ailleurs. Savez-vous, au début des années 2000, en particulier au moment où le Brésil préparait, n'est-ce pas, son mondial, de mémoire, ça a eu lieu en 2014. Donc, il fallait préparer le mondial, construire des stades partout, construire des infrastructures hôtelières. Vous savez, qu'est-ce que l'ambassadeur du Brésil a dit en Haïti? Je suis prêt à accueillir tous les Haïtiens qui veulent venir. Il y avait un boom économique et les Haïtiens ont commencé à laisser Haïti vers le Brésil. La même politique américaine. Faire fuir les Haïtiens vers d'autres rives pour aider ces pays-là à se développer, mais les Haïtiens ne doivent pas rester chez eux pour développer leur territoire. Et s'ils refusent de le faire, on va créer une situation d'instabilité pour qu'ils quittent. Et les Haïtiens ont commencé à s'installer au Brésil. Sauf que vous le savez, un boom économique ne dure pas toujours. Les fameux cycles, n'est-ce pas, de boom et de récession dont nous parlent les économistes. Et lorsque ce boom économique a commencé à faire place à la récession, les Brésiliens ont vu dans les Haïtiens un bouc émissaire pour plusieurs raisons. Parce qu'il n'y avait plus de travail, les Haïtiens, eux, travaillaient, c'est de forts constructeurs, c'est de bons travailleurs dans le métier de la construction.
Mais je vais vous le dire tout bas, rien qu'entre nous, les femmes brésiliennes aimaient les hommes haïtiens. Les femmes brésiliennes aimaient coucher avec les Haïtiens. Et parfois, pour avoir un homme haïtien, elles allaient jusqu'à mentir en disant qu'elles n'avaient pas de mari, qu'elles n'avaient pas de conjoint. Et lorsque l'Haïtien, n'est-ce pas, acceptait le deal, eh bien, le Brésilien passait par en arrière et l'abattait comme un chien. Et que fait l'Haïtien? Il laisse le Brésil, il parcourt 5-6 pays à pied et 2 mois plus tard, il se retrouve à la frontière américaine ou à la frontière canadienne. Le Chili est en train de faire la même chose. Le Chili a dit dans une déclaration, tous les Haïtiens qui veulent venir, venez chez nous, nous avons besoin de vous. Et en moins de 10 ans, les amis, en moins de 10 ans, la deuxième plus forte communauté de la diaspora haïtienne se trouve au Chili, après les États-Unis d'Amérique. Waouh! Les Haïtiens ont commencé à se rendre aux États-Unis, comme on l'a vu, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, du 19e siècle, donc une centaine d'années. Mais ça fait même pas 10 ans que les Haïtiens ont commencé à s'installer massivement au Chili, que déjà le Chili, c'est la deuxième plus forte communauté du point de vue du nombre de la diaspora haïtienne. Pour quelle raison? Quand on a besoin de travailleurs, on dit allons chercher les Haïtiens. Sauf que, mais le Chili commence à manquer d'ouvrage. Les conditions sont moins reluisantes qu'on nous l'a laissé croire, qu'on nous l'a laissé entendre. Et donc, les Haïtiens reprennent, n'est-ce pas, ce chemin de 6 pays pour se rendre à la frontière américaine. Les Américains ont puisé dans la manne du capital humain haïtien à pleine main. Savez-vous, les amis, que 13% des médecins noirs aux États-Unis sont des Haïtiens? Je n'ai pas dit 13% des médecins américains, non. 13% des médecins noirs aux États-Unis sont des Haïtiens. En sorte que il y a aux États-Unis plus de médecins haïtiens qu'il y en a en Haïti. Pour quelle raison? Parce que les États-Unis attendent que l'État haïtien paye pour, n'est-ce pas, notre scolarité, que nous terminions nos études secondaires classiques, que nous parlions bien français et l'anglais, que nous comprenions bien l'anglais. Eh bien, les États-Unis attendent justement que nous fassions des études graduées et 5 ans ou plus tard après notre diplomation, les États-Unis nous accordent la résidence. Et là, les États-Unis et le Canada vont développer ce qu'on appelle une immigration pour, n'est-ce pas, les travailleurs qualifiés. Qu'est-ce que c'est? Vous avez un diplôme, vous êtes un professionnel, vous avez au moins 3 ans d'expérience dans votre métier, venez, on va vous donner la résidence à vous et à toute votre famille. Vous notez comment ils sont pernicieux? Ils disent, on veut ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont une compétence, mais ceux qui veulent fuir parce que ils n'en peuvent plus de souffrir à cause des misères que nous, les Occidentaux, nous avons installées chez eux, nous n'en voulons pas. Revenons à l'ingratitude, n'est-ce pas, de l'État québécois, les amis. Vous savez, quand Legault est parvenu au pouvoir comme Premier ministre du Québec, voilà bientôt 3 ans, il y avait déjà un problème de main-d'œuvre au Québec. On recherchait toutes sortes de main-d'œuvre dans les charcuteries, dans les boulangeries, dans des abattoirs, etc. Vous savez où est-ce que Legault est allé chercher sa main-d'œuvre? En France. En France. Et on a dit à Legault, mais vous avez des Haïtiens qui parlent français, vous avez des Haïtiens qui ont une longue histoire d'immigration au Québec, vous avez des Haïtiens qui ont de la famille au Québec. Donc, il y a déjà une histoire de proximité entre le Québec et Haïti. Pourquoi ne pas aller chercher vos ouvriers pour le métier d'abattage de viande, pour le métier de charcutier, pour le métier de boulanger en Haïti? Le gars a dit non. On va les chercher en France. Devinez pourquoi. Regardez ma couleur de peau.
Quelle différence y a-t-il entre le français et l'haïtien? Le français parle français, l'haïtien parle français. Le français n'a pas une longue histoire d'immigration au Canada, l'haïtien a une longue histoire d'immigration au Canada. Le français n'a pas contribué au développement du Québec, l'haïtien a contribué à la modernisation du Québec. Qu'est-ce qui inconsciemment a porté le go à choisir le français aux dépens de l'haïtien? Ma couleur de peau, les amis. Ma couleur de peau. Alors, les États-Unis, aujourd'hui, veulent se laver les mains de la misère haïtienne. Non, ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Je vous ai dit que la politique d'émigration haïtienne a été conçue par les Américains pour faire fuir les Haïtiens de manière à ce qu'ils gardent le contrôle d'Haïti. Et le contrôle d'Haïti, ils l'ont, les amis. Le président Jovenel Moïse ayant été assassiné avec leur complicité le 7 juillet dernier, vous savez qui a nommé le premier ministre qui devait remplacer Jovenel à sa mort? Les États-Unis. Quand 2 semaines plus tard, il fallait que ce premier ministre Claude Joseph démissionne, vous savez qu'il a nommé désormais ministre des Affaires étrangères? Les États-Unis. Vous savez qui a nommé celui qui doit remplacer Claude Joseph, le sénile Ariel Henry? Les États-Unis. Vous savez qui est-ce qui décide du calendrier électoral, c'est-à-dire quand est-ce qu'on doit organiser des élections et qui doivent être élus à la suite de nos élections? Les États-Unis. Vous savez qui a détruit l'économie haïtienne par des politiques de libéralisation de nos frontières, nos culs? Les États-Unis. En 1978, tandis que l'économie paysanne reposait sur le cheptel porcin, les États-Unis ont forcé le gouvernement de Jean-Claude Duvalier d'alors à éradiquer tout le cheptel porcin des paysans. Lorsque le paysan ne pouvait plus compter sur son porc pour envoyer son enfant à l'école et pour nourrir sa famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des bateaux de fortune pour se rendre où? Aux Bahamas, aux États-Unis, n'est-ce pas? Et à Turks and Caicos, le fameux phénomène des boat people. Qui était responsable de ça? Les États-Unis. Et lorsque nos compatriotes arrivaient, n'est-ce pas, à Miami, vous savez où les Américains les jetaient? Dans des chromes, dans des prisons. Et vous savez ce qu'on faisait avec nos compatriotes? On les utilisait comme des cobayes pour expérimenter toutes sortes de produits, toutes sortes de vaccins. Et le temps de le dire, nos frères avaient les seins plus gros que des femmes. Et nos femmes ne pouvaient plus enfanter. C'est ça, les amis, les Américains. Alors, que Biden ne vienne pas jouer l'hypocrite en disant « On va faire une commission. » Commission, mon cul. J'ai déjà parlé de cette entrevue que Biden a donnée dans les années 90, où il était justement sur ABC, je crois, et il expliquait, le journaliste lui a demandé « Mais pourquoi vous allez vous battre dans les Balkans, au fin fond de l'Europe? Tandis qu'en Haïti, vous avez des gens qui crèvent, n'est-ce pas? Parce que leur gouvernement a été renversé par des militaires. Et vous savez quelle a été la réponse de Joe Biden? Alors, président de la très puissante commission des affaires étrangères du Sénat américain, le même Joe Biden aujourd'hui, il a dit, vous savez, si Haïti devait s'effondrer dans la mer des Caraïbes, littéralement, rien ne changerait aux intérêts des Américains. On s'en fout littéralement. Alors qu'aujourd'hui, il présente des excuses, machin, il regrette. Mon cul, espèce d'hypocrite. Que faire? Telle est la question. Vous savez, j'ai toujours un que faire dans mes émissions. Si on avait un État, et j'ai déjà dit qu'Haïti n'a pas d'État, Haïti n'est même pas un pays, je le dis avec le cœur triste, hein? J'aime Haïti. Je suis fier d'être haïtien, vous le voyez, non? Mais on n'est même plus un pays. Nous sommes devenus un territoire transnational parce que c'est ce que veulent les Américains. Nous sommes devenus une espèce de no man's land. Si nous avions un pays, savez-vous ce que l'État haïtien ferait? Écoutez bien. Le chancelier haïtien, le traître Claude Joseph, que les Américains ont placé là, c'est un ancien de la CIA, lui.
Si on avait un véritable pays, savez-vous ce que le ministre des Affaires étrangères haïtien ferait? Il rappellerait son ambassadeur à Washington. Celui qui est à Washington, c'est un monsieur compétent. Edmond Bullshit. Et vous savez, avec nos élites, c'est pas la compétence qui compte, hein. C'est le patriotisme. Or, le patriotisme devient une denrée rare dans les pays africains. Eh bien, si on avait un État, vous savez ce que ferait le ministre des Affaires étrangères? Il rappellerait son ambassadeur pour consultation. En diplomatie, quand un pays rappelle son ambassadeur, c'est un signal fort. C'est ce que la France a fait. Dans cette affaire de dupes, de voleurs qui volent un voleur, vous savez, les États-Unis qui volent un contrat de la France, eh bien la France, pour manifester sa colère, a rappelé son ambassadeur. Ça, c'est la première chose, si on avait un État, mais on ne peut pas le faire. Vous savez pourquoi on ne peut pas le faire? Celui qui est ministre des Affaires étrangères en Haïti, il a été placé là par les Américains. Donc lui, il s'en fout que des Américains, des policiers américains pourchassent des ressortissants haïtiens comme des bêtes sauvages. Il s'en fout. D'ailleurs, il se considère même pas comme haïtien. Il est placé là comme ancien agent de la CIA par les Américains. Si on avait un pays, la deuxième chose qu'on ferait, on convoquerait l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince pour des explications. C'est ce que les pays font. Il y a quelque chose qui se passe avec un ressortissant haïtien sur votre territoire, vous devez nous fournir des explications. Les amis, c'est triste à dire. On n'a pas de pays, on n'a pas d'État. Nous avons là des Mongols, des séniles. Regardez cette bande de voyous qui se retrouvent à la tête d'Haïti. Ce sont des voyous qui font l'affaire des Américains, qui sont là pour exécuter l'agenda des Clinton. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire, à offrir à nos proches. On est ensemble. Normalement, quand un tel affront est fait à des ressortissants, qui est le premier défenseur des ressortissants haïtiens? Ça devrait être l'ambassadeur d'Haïti à Washington, Edmond Bullshit. Mais avez-vous entendu une note de protestation virulente? L'avez-vous vu, n'est-ce pas? L'ambassadeur sur les chaînes américaines protester. Et pourtant, c'est un monsieur très bien cultivé, encore une fois. C'est un monsieur qui a fait Oxford, qui parle bien l'anglais. Non, il ne va pas le faire. Parce que son véritable patron, c'est Joe Biden. Mais regardons le comportement de nos élites. Dans l'équipe de Joe Biden, les amis, vous savez quoi? Se trouve une haïtienne d'origine. Elle s'appelle comment? Karine Jean-Pierre. C'est l'un des porte-parole de la Maison-Blanche. Elle-même, elle est d'origine haïtienne. Ses parents sont haïtiens. Mais l'avez-vous vu protester publiquement? Chers amis, essayons d'imaginer que tel affront aurait été fait aux Juifs. Eh bien, tous les Juifs de l'administration Biden protesteraient. Et l'administration Biden n'oserait même pas faire cela. Vous savez, je vous ai dit, hein, dès qu'un Haïtien devient, si vous voulez, dès qu'un Haïtien est élevé en dignité, dès qu'on lui accorde un poste, n'est-ce pas, prestigieux, eh bien, il cesse d'être Haïtien. Il devient une espèce de citoyen du monde universel, sans couleur, sans odeur, sans saveur. Comment peut-on faire ça à des Haïtiens, tandis que dans l'administration de Biden, vous avez une Haïtienne? Est-ce qu'on pourrait faire ça à des Italiens, tandis que dans l'administration américaine, il y a des Italiens? Les élites ont des questions à se poser, les amis. Vous savez, voilà pourquoi je ne me réjouis pas quand on nomme un Haïtien à un poste prestigieux. Je vais dire, c'est bon pour lui. Tout le monde se réjouissait quand Karine Jean-Pierre a été nommée porte-parole de la Maison-Blanche. J'ai dit, mais c'est bon pour elle. Savez-vous pourquoi je ne m'en réjouis pas? Parce que
Le fait par Karine Jean-Pierre d'être porte-parole de la Maison-Blanche n'a absolument aucun impact sur la manière dont les Américains traitent les Haïtiens. De Donald Trump qui nous a traités de pays de merde, à un Joe Biden qui envoie ses policiers nous chasser comme des bêtes sauvages, rien n'a changé. Et pourtant, on a une Karine Jean-Pierre comme porte-parole de la Maison-Blanche. Nos élites pensent à leur job. Nos élites pensent à leur titre. Vous savez, nos élites, c'est des gens qui aiment se réjouir du fait, vous savez, je suis le premier Haïtien à être porte-parole, je suis la première Haïtienne à faire ceci, je m'en balance. Votre premier an, quel impact cela a-t-il sur votre communauté? Si votre poste de prestige ne vous permet pas de tirer votre communauté vers le haut, eh bien c'est bon pour vous, mais c'est pas bon pour nous. Notez une chose, les amis, dans le que faire. On ne peut pas compter sur le premier ministre haïtien parce que son véritable patron, ce ne sont pas les Haïtiens, c'est Joe Biden lui-même. On ne peut pas compter sur le ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas? Parce que lui, il a été placé là, Claude Joseph, par les Américains. Sur qui doit-on compter? Sur les citoyens. Vous notez que lorsque cette image a commencé à circuler sur les médias sociaux, qui étaient les premiers révoltés? Les citoyens haïtiens. Et je vais vous dire ce qu'on peut faire. Dites-moi les amis, les États-Unis sont nos voisins. Pour quelle raison avons-nous des voisins dans la vie? On a des voisins pour que, lorsque lui, le voisin, il est mal pris, je puisse lui tendre la main, de telle sorte que lorsque moi, je suis mal pris, le voisin puisse me tendre la main. C'est le principe du bon voisinage. Eh bien, si j'ai un voisin qui me pourchasse comme une bête sauvage quand je suis en difficulté, lesquelles difficultés, n'est-ce pas, provoque-t-il lui-même? Mais à quoi cela me sert-il d'avoir des relations avec lui? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez, il y a 2 mois de cela, j'avais recommandé qu'Haïti rompe les relations diplomatiques avec les États-Unis. Beaucoup d'entre vous ne comprenaient pas. Et je me réjouis du fait que depuis ces terribles images, je ne me réjouis pas de ces images, mais je me réjouis du fait que depuis ces terribles images, beaucoup d'entre vous commencent à voir clair au jeu des États-Unis. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et Haïti rapportent plus aux États-Unis. Ça ne nous rapporte rien directement. Je vous invite à vous rendre sur le site de notre mouvement Cash. L'adresse exacte, c'est cashmouvement.com. Vous allez y trouver, si vous n'êtes pas encore membre, inscrivez-vous pour en devenir membre. Vous allez y trouver ce formulaire par lequel vous demandez à l'État haïtien de rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis. Si on avait un État, disais-je, on rappellerait notre ambassadeur, on convoquerait l'ambassadeur des États-Unis, on suspendrait nos relations diplomatiques avec les États-Unis et après réflexion, on romprait tout simplement nos relations diplomatiques avec les États-Unis, question de nous faire respecter. Eh bien, puisque les hommes qui sont à la tête d'Haïti sont des politiciens pourris, des gens serviles, des élites politiques transnationales, des agents de la CIA, nous allons leur mettre de la pression. Rendez-vous sur le site cashmouvement.com, signez cette pétition. Je vais vous le dire, les amis. Ce sont les États-Unis qui ont besoin de nous. Ce n'est pas nous qui avons besoin des États-Unis d'Amérique. Essayons d'imaginer seulement si on avait 1 million, 2 millions, 3 millions de signatures d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui disent il faut qu'Haïti rompe ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Les États-Unis ont besoin de notre territoire. C'est à partir de notre territoire qu'ils contrôlent toutes les communications, n'est-ce pas, en Amérique du Sud. C'est à partir de notre territoire qu'ils préparent leurs activités subversives pour, n'est-ce pas, renverser des gouvernements en Amérique du Sud. Ils ont besoin de nous. Cette pression-là va être utile. Et attendez mon signal la semaine prochaine. Je vais demander à des avocats
Haïtiens vivant aux États-Unis d'envisager une poursuite contre les États-Unis qui sont signataires de conventions internationales leur faisant obligation, n'est-ce pas, d'accueillir ceux et celles qui réclament l'asile politique. En tout cas, de ne pas les refouler avant de les avoir entendus. Ils ne peuvent pas comme ça, n'est-ce pas, se défiler devant leurs responsabilités internationales. Les États-Unis promettent d'accueillir 80 000 Afghans qui ne parlent ni l'anglais, qui ne comprennent rien encore au système occidental. Nous, les Haïtiens, nous avons une histoire d'immigration américaine, n'est-ce pas, de plus de 100 ans. Il y a près de 2,3 millions d'Haïtiens vivant aux États-Unis. Et nous en retrouvons dans tous les secteurs. Et puis les États-Unis nous traitent de bêtes sauvages comme ça. Je vais parler à quelques amis haïtiens avocats aux États-Unis et voir comment on peut mettre sur pied une espèce de consortium pour poursuivre les États-Unis parce qu'ils se sont défilés devant leurs responsabilités. Là, je vais vous demander de financer ce projet. Vous vous souvenez? Cash va être actif dans 3 axes. L'axe juridique, l'axe économique et l'axe politique. Et la beauté de cette affaire, c'est que par ce mouvement-là, nous allons pouvoir rencontrer nos 3 objectifs. Donc pour l'instant, je vous invite à vous rendre sur notre site cashmouvement.com. Inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Signez cette pétition-là et attendez mon signal la semaine prochaine. Et je vais solliciter de vous des dons pour financer ce projet de poursuite contre les Américains. Puisque nous n'avons pas d'État, les amis, puisque par la faute des Américains, Haïti n'est plus un pays, il est un territoire transnational, puisque ceux qui nous gouvernent ne nous représentent pas, nous allons, nous les citoyens, prendre notre destinée en main. Nous allons poursuivre ces Américains-là pour traitement inhumain de nos frères et sœurs. On ne peut pas compter sur Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères. Parce que lui, c'est un agent de la CIA placé par les États-Unis. On ne peut pas compter sur Ariel Henry. Lui, là, il est sénile. Il est placé par les États-Unis. On ne peut même pas compter sur Edmond Bochit, qui est, n'est-ce pas, ambassadeur d'Haïti aux États-Unis. Il répond aux ordres, au dictat de Claude Joseph. On va prendre les choses nous-mêmes en main. Signer cette pétition réclamant la rupture des relations diplomatiques entre Haïti et les États-Unis, et attendez mon signal la semaine prochaine pour qu'on poursuive les Américains pour ce mauvais traitement infligé à nos ressortissants. Les amis, Haïti ne va pas mourir. Le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang de Dessalines, c'est le sang de Capra la Mort, c'est le sang de Sanit Belair, c'est le sang, n'est-ce pas, de Tantoya. Ce sang-là ne mourra pas, il est encore chaud. Et lorsque nous nous retrouvons devant ces défis où on nous nie jusqu'à notre humanité, alors le réflexe de la bataille de Vertières renaît en nous. Merci de votre écoute. J'espère vous avoir été utile. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec d'autres consignes. Pour l'instant, rendez-vous sur cashmouvement.com. Inscrivez-vous, devenez membre. Signez cette pétition et attendez mes directives la semaine prochaine. On va soutenir une poursuite contre les États-Unis d'Amérique. Merci de votre attention. On se retrouve à la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et
Ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral,